Bonsoir. Merci d'avoir bradé la pluie pour nous rejoindre ce soir, et puisque à titre, à caractère exceptionnel, à sujet exceptionnel, nous tordons nos habitudes. Nous avons le plaisir d'accueillir nos auteurs le jeudi soir, mais compte tenu de l'actualité législative, de l'actualité, encore de la manifestation qui a pu animer les rues de Paris ce week-end, il nous semblait être très important d'accueillir Lou Besmond-Senneville et Martin Stephens qui publient chez Bayard « Et si c'était la fin d'un monde ?» Enquête et entretien sur la loi bioéthique 2020. Alors, Lou Besmond-Senneville, vous le connaissez, Lou est journaliste à la Croix, il s'occupe depuis plusieurs années maintenant de ces questions bioéthiques. Lou, tu nous en diras peut-être un mot plus de manière plus précise. Et puis Martin Stephens est un philosophe qu'on ne présente plus, habitué des rencontres de la Procure, des réunions de la Procure. Donc c'est un plaisir, Martin, de t'accueillir ce soir. Pour ce livre tout à fait intéressant, interpellant sur cette question, il y a énormément de publications autour de ce sujet de la bioéthique qui, de fait, questionnent notre anthropologie. Celui-ci nous semble avoir un supplément d'âme dans sa construction, d'abord par l'enquête menée par Lou, qui est un des grands spécialistes du sujet, puisque la rédaction de la Croix a aussi mis les moyens pour pouvoir suivre avec discernement cet important sujet, et puis par le dialogue que vous menez, messieurs, pour apporter aussi un éclairage philosophique. Ça convoque aussi l'essai de Sylvia Lagazinski, qui a rencontré un franc succès chez nous, le nom m'échappe à l'instant. Merci. Et un des tracts de Gallimard, merci. Voilà, et donc c'est la raison aussi qui motivait notre invitation de ce soir, donc merci messieurs. Alors Lou, comme tu es journaliste, je vais te laisser officier, vous êtes deux, et pour respecter la construction narrative de votre livre, je pense que tu seras la meilleure personne pour mener ce dialogue. Merci encore à tous les deux d'être là, et puis on a hâte de vous entendre. Merci beaucoup Jean-Baptiste, merci de nous accueillir dans cette belle librairie de la Procure. Effectivement, on est heureux avec Martin de venir vous présenter ce livre qui est sorti la semaine dernière. Donc voilà, moi je suis Lou Besmond-Senneville, je m'occupe de la bioéthique à la Croix depuis maintenant un peu plus de 2 ans. Et voilà, je suis ces sujets à plein temps, donc du début à la fin de la vie, en passant par les questions de recherche, d'intelligence artificielle, enfin voilà. Et donc le parti pris de ce livre, c'était de à la fois poser une enquête et en même temps une réflexion pour avoir les deux volets qui permettaient de respirer sur ces sujets qui peuvent parfois être un peu lourds. Et avant d'en dire plus, je vais laisser Martin peut-être. Il y a un mot, mais tout le monde le connaît, Martin. Ouais. Ça devient terrible quand on dit on ne le présente plus. C'est-à-dire c'est un peu vexant. J'arrive avec ma propre présence. Non, c'était intéressant pour moi de répondre aux questions de Lou. On s'est retrouvés plusieurs fois. Je donnais un cours l'an passé à Sciences Po sur l'éthique de l'espionnage. Un cours très intéressant qui n'a rien à voir avec le livre, mais avant ce cours-là, on se retrouvait et j'étais sous le feu des questions de Lou et aussi des interrogations et aussi de sa présence inquiète comme ça par rapport à ce que je pouvais dire. Et voilà, dans un café, c'est ce que je raconte au début, la personne qui nous servait le premier café, puis après le café croissant, puis après le deuxième ou troisième café, était un homme qui marchait beaucoup forcément et puis qui parlait beaucoup, qui était très sympathique. À la fin, je lui dis vous les faites le 10 000 pas par jour. Il dit pas du tout, car je piétine en fait. Nous, dans la restauration, nous piétinons, ce qui est très très mauvais pour le dos, et c'est pas du tout la marche. Bon. Et voilà, et je trouvais intéressant de voir comment actuellement, soit notre humanité va à trop grands pas, du moins en avons-nous souvent l'impression qu'on n'arrête plus ce progrès-là, soit eh bien, pour le penser, il nous faut parfois accepter de piétiner. Et c'est un livre qui montre comment, dans l'enquête qu'a suivi Lou, comment en effet chacun avance ses pions, chacun piétine, et on a accepté, donc dans un dialogue, c'est la première fois que je me livre à cet exercice pour un livre, de ralentir ensemble, et vraiment je crois de n'éviter aucune question, au risque d'ailleurs, je me suis dit finalement c'est un livre qui peut vexer tout le monde. L'idée c'était, enfin en tout cas,
pour moi, donc il y a cette première partie d'enquête en fait qui prend à peu près les 2/3 du livre, et puis il y a le dialogue avec Martin. En fait, moi, dans mon travail de journaliste, je suis quand même souvent tout le temps acculé à l'actualité, avec des choses qui peuvent aller très vite. Enfin là, en ce moment, je passe des nuits à l'Assemblée nationale, tout ça. Donc, il peut y avoir un effet comme ça d'étouffement presque sur ces sujets qui sont quand même très lourds sur le début de vie, sur la fin de vie. Et donc en fait, quand Anne-Sophie Joanneau, qui est là, qui est l'éditrice du livre, m'a proposé très librement d'écrire quelque chose sur la bioéthique, vous voyez, c'était assez... j'étais assez libre de proposer un projet. J'ai ressenti, comme disait Martin tout à l'heure, ce besoin aussi de ralentir et de poser les choses, et en fait la manière dont tout ce projet de loi s'était construit. Parce que d'abord, depuis 2 ans, je suis ça comme une fourmi qui amasse des... Je sais pas ce que ça amasse, des fourmis. Comme des brindilles, merci. Je suis pas sûr. Mais en tout cas, comme un insecte qui amasse des brindilles. Et donc, je ressentais le besoin à un moment de poser ça, peut-être de manière plus claire qu'au fil des articles que je peux écrire tous les jours. Et ensuite, au fil des mois, j'ai quand même perçu... une manière pour ce projet de loi qui allait être discuté au moment du livre, de se construire. Et donc j'ai voulu retracer cette histoire. Donc je suis parti de la campagne en fait, d'Emmanuel Macron. J'étais pas encore à la rubrique bioéthique à ce moment-là, donc j'ai remonté le fil a posteriori. Je suis parti de la campagne de Macron et je vais dans cette enquête jusqu'au 24 juillet, c'est-à-dire le jour où le gouvernement présente ce projet de loi, donc juste avant l'été, et ce livre a été bouclé fin juillet, début août. Ce qui était important pour moi, c'était à la fois de revenir sur la construction politique avec les arguments de la campagne, la méthode de Macron, les dîners secrets, etc. Et en même temps de voir aussi les éléments de fond et les valeurs au nom desquelles les uns et les autres pouvaient avancer leur pion pour construire ce projet de loi de bioéthique. Mon parti pris, ça a été d'aller voir tout le monde et de laisser les lecteurs juger de la manière dont se sont fait les choses. Donc je raconte à la fois le tangage chez LREM avec les tensions très fortes qu'il peut y avoir dans le parti d'Emmanuel Macron sur ces sujets-là, en même temps le branle-bas de combat chez les conservateurs, et puis en même temps les opérations de lobbying de ceux qui se perçoivent comme progressistes, qui se revendiquent comme progressistes. Donc voilà, c'est cette histoire-là que j'ai voulu retracer. Et à la fin de cette enquête, pour sortir la tête de l'eau, il fallait absolument trouver quelqu'un qui nous aide à prendre du champ avec cette histoire. Et le choix de proposer ce dialogue à Martin s'est imposé assez rapidement. Et donc, moi, finalement, ce que je pouvais apporter, c'était un point de vue philosophique. Ça a commencé tout de suite. La question de Lou était celle d'un basculement, d'un changement de modèle. Et donc, par exemple, le dialogue s'ouvre sur une réflexion sur comment fait-on, en effet, pour construire un modèle qui puisse exprimer l'homme. En science, on construit un modèle quand on ne peut pas observer directement, expérimentalement, la chose qu'on voudrait décrire. Donc on crée un modèle de l'univers, on crée un modèle de l'atome, on crée un modèle de l'inconscient chez Freud. Et l'homme, pareil, il ne peut pas s'observer, il se vit, il est une aventure qui se vit lui-même, et donc se connaître, c'est toute une autre affaire. Et donc il y a toute une interrogation, par exemple, en tant que philosophe, sur comment on construit un modèle de l'humanité et comment, finalement, on ne va pas se contenter de dire que l'homme c'est rien, qu'on peut en faire tout ce qu'on veut. Non, il y a bien des invariants, il y a bien des résistances, il y a bien quelque chose qui est déjà là. Je crois que la grande tentation de la modernité ou de la postmodernité, c'est de nier tout déjà là. On pourrait tout faire à partir
de rien, d'une matière absolument malléable. Le réel ne nous résisterait plus. Donc, c'est à la fois en tant que philosophe, et à la fois, je réfléchissais en venant ici dans le train, je me disais, mais qu'est-ce qui est si compliqué pour moi? C'est vraiment un livre, c'est bien que ce soit un entretien, il y a beaucoup de questions qui restent ouvertes, mais qui ne restent pas ouvertes, comme de nos jours, on dit je dis ça, je dis rien, je mets entre guillemets, qui restent ouvertes parce qu'on pose la contradiction, et finalement, le mieux quand il y a une contradiction, eh bien, c'est de la vivre. Et je crois beaucoup que la réponse nous est donnée avec le temps. Et déjà poser très clairement ce qui fait problème. Je sais que moi, ce qui fait problème, je me disais ça, finalement, c'est que, vous voyez, en tant que philosophe, je suis plutôt du côté de on pourrait dire, du penseur de l'être, de ce qui est, de la nature, de la raison aussi. Et c'est souvent en tant que philosophe que j'ai un vertige par rapport à tout ce qu'on invente, tout ce qu'on fabrique, tout ce qui... voilà, j'ai des amis qui sont philosophes et qui ne sont que philosophes. Quand ils écrivent sur le transhumanisme, sur les évolutions sociétales, ils écrivent en étant plus qu'inquiets. Et si vous voulez, c'est en tant que païen, en tant que gentil, comme on les appelait avant, qu'on a envie d'être méchant par rapport à ce monde tel qu'il va. Et en même temps, en tant que chrétien, c'est pour ça que c'est paradoxal l'engagement chrétien qu'on voit actuellement, parce que le christianisme, l'Église, est venu amener finalement toujours autre chose que la nature, toujours finalement aussi une sorte on pourrait dire, de kit de survie à une humanité qui de toute façon va voir tous les fondements naturels peut-être s'effondrer. C'est-à-dire que l'Église nous offre cette possibilité de continuer d'aimer dans un monde qui précisément n'est plus aimable. Et j'ai toujours cette double tâche, en tant que philosophe, d'indiquer les invariants, l'universel, le réel, à quoi nous devons faire droit, et en tant que chrétien, indiquer l'urgence peut-être de se dire que cela ne peut pas être fait si ça n'est pas posé dans l'espérance. En fait, moi, ma question quand on s'est rencontrés, tu parlais de mon inquiétude, c'était à la fois comment est-ce qu'on résiste à ces évolutions dont on sent qu'elles adviennent de manière presque irrépressible, avec peut-être presque quelque chose qui serait comme un rouleau compresseur, et voilà, comment on résiste à ça et comment on continue à dire ce qu'on a à dire sur ce qu'on croit de l'homme, de l'altérité, et en même temps, comment on le fait de manière paisible, sans paniquer. Et alors pour moi qui ai 34 ans, c'est très important de savoir comment on vit dans ce monde sans s'angoisser, quoi, et sans paniquer. Parce que comme il reste encore quelques dizaines d'années à vivre, voilà, c'est important que Martin donne la réponse de comment on fait pour vivre dans ce que tu as appelé l'enfer post-humain. Ça m'a beaucoup inquiété, mais tu vas expliquer ce que c'est. Comment on fait pour continuer à vivre dans cet enfer post-humain sans paniquer tous les matins? Oui, c'est une bonne question. Moi, l'an passé, mon fils devait faire un devoir qui montrait pourquoi Greta Thunberg était une héroïne. Et quel âge il a? Il avait 12 ans, il a 13 ans maintenant. Et lui, que je cite d'ailleurs dans le livre, je vous dirai pourquoi, mais il a fait un devoir, il a eu 15, c'est comme s'il avait 5 sur 20, il a eu 15 sur 20, c'était, je crois, la moins bonne note pour un devoir qui a été entièrement rédigé, parce qu'il a passé son temps à dire que non, c'était pas une héroïne, alors en disant qu'un héros, il risque sa vie et non pas sa scolarité, en disant que... Et puis alors j'ai interrogé ça, parce que son devoir était unilatéral dans l'autre sens. Alors je lui ai dit, mais tu t'es mis à dos les profs, et puis même toute sa classe, et il s'est même fait traiter de climato-sceptique. Bon. Et je lui ai dit, mais pourquoi? Il dit, mais parce que c'est trop injuste. Nous, on n'arrête pas de nous dire que c'est fini. Moi j'ai 12 ans, j'ai envie de vivre. J'ai envie de manger des hamburgers parce que la viande, j'aime ça. Et j'ai envie de me dire que je vais vivre au moins jusqu'à 50 ans, c'est-à-dire pour lui très vieux, je pense. Bon. Et ce cri-là, vraiment, je me suis dit, mais oui, c'est tellement important de l'entendre, c'est tellement important de soigner. Vous voyez, il faut pas, et surtout, je ne veux pas parler qu'aux chrétiens, mais
il ne faut pas mettre tous ces œufs dans le même panier. Il y a des œufs qui sont dans le panier de la lutte, et des œufs qu'il faut même mettre dans un panier qui sera bousculé par une sorte de panique, au fond. Pourquoi pas, même si panique, pan, en grec, ça veut dire tout, c'est-à-dire tout mon être est réquisitionné, et on voit bien ce que ça donne les mouvements de panique, on fait n'importe quoi, hein, on se jette du 3e étage alors qu'en fait il suffisait de prendre l'escalier de secours. Bon, donc attention, en effet, la panique n'est pas forcément bonne, mais pourquoi pas en effet être blessé par ce monde. Vraiment, je crois que ce serait même mauvais, ça serait même le côté désincarné, gnostique, que de faire en sorte que ce monde passe sur nous comme la goutte d'eau sur le plumage du canard, c'est-à-dire sans nous atteindre. Mais à la fois, c'est vrai que... en même temps macronien. Non. C'est pour ça que Macron est dans la première et dans la deuxième partie. Mais justement, c'est rigolo de dire le en même temps, parce que c'est un peu crucifiant ce qui nous est demandé de vivre. Même cette joie qu'on doit préserver, ces enfants qu'on doit continuer de mettre au monde. En effet, je cite mon fils parce qu'il me faisait un jeu de mots, il disait oui, Jésus a pris cher de la Vierge Marie, mais il a pris cher sur la croix. Alors je disais oui, c'est vrai que sur la croix il prend vraiment cher, mais j'avais pas compris qu'il l'écrivait autrement, c'est H-E-R, il prend cher sur la croix. Et en effet, prendre cher, s'incarner dans ce monde-ci, c'est prendre cher depuis la nuit des temps, je pense, en fait depuis le début. Notre temps a une épreuve spéciale à vivre, mais l'Église, et puis même chaque homme avec ses mains ouvertes, eh bien, a vraiment les moyens de la vivre. Au fond, notre époque va créer des nouveaux pauvres, des nouvelles sortes de pauvreté, des gens qui vont... Eh bien, pourquoi pas, au fond, il nous a jamais dit qu'on était là pour sauver ce monde, qui est de toute façon trop grand pour n'importe quel bras ici, et même si on se réunissait tous, mais il nous a été demandé de vivre pleinement ce que nous avons à vivre, et dans ce que nous avons à vivre, eh bien, presque de l'éterniser par le regard d'amour qu'on pose sur lui. Dans le livre, on dit que c'est peut-être pas grand-chose, et en même temps, même concrètement, ça prend des formes, même politiques, qui nous intéressent dans le livre. Et alors, l'un des aspects que tu développes dans le livre, en particulier dans la 3e partie de notre entretien, c'est autour de ce que tu appelles le moment Nazareth. Est-ce que tu peux expliquer en quelques mots, sans pour autant mettre en péril la vente de cet ouvrage, ce qu'est le moment Nazareth? Non, parce que c'est peut-être juste 2 ou 3 pages, c'est très précisément là-dessus. C'est un théologien américain, anglican, qui s'appelle Samuel Wells, qui a écrit un livre qui s'appelle Living Without Enemies, Vivre sans ennemis. Quand j'ai vu ce titre-là, malgré la langue anglaise, je l'ai acheté, parce que ça m'intéresse beaucoup de vivre sans ennemis. Moi qui suis très très nul avec mes ennemis, pour les aimer, à mon avis, voilà, j'ai du mal avec le conflit en général. J'admire les gens. À la fin, Lou remercie tous les militants qu'il a rencontrés. En tout cas, moi, je les admire. Je ne sais pas comment ils font pour prendre sur eux autant d'adversité. Bon. Et donc, quand j'ai vu le titre de ce livre-là, je me suis dit encore mieux que les aimer, c'est de ne pas en avoir. En fait, c'est un livre qui nous montre comment les aimer. Et c'est un livre qui raconte, il est anglais d'origine, mais à un moment donné il a pris un poste à l'université de Duncan et aux États-Unis, et là il a été tout de suite dans les quartiers les plus pauvres, c'est ça qui l'intéresse, c'est son charisme. Il a rencontré une certaine Marcia Owen qui, elle, militait, quand il l'a rencontrée, elle militait contre la vente d'armes, voilà, pour changer la constitution américaine, elle manifestait. Et elle était, la première étape, c'est to be for. Elle était contre la vente d'armes, c'est-à-dire pour to be for, pour un amendement. Et puis après, elle s'est dit, mais ça ne sert à rien de simplement manifester, d'être sur le plan des idées, de distribuer des tracts, d'écrire des livres. Il faut to work for, c'est-à-dire rentrer dans un militantisme actif, carrément faire pression, boycotter, etc., etc. Et puis, elle s'est dit que ça n'allait pas assez loin, que finalement ces populations qui étaient victimes des balles perdues, des enfants de 5 ans qui en courant se prenaient une balle, il fallait travailler avec eux, il fallait être présent, il fallait être au cœur de la communauté, et elle dit donc to be for, to work with, travailler avec eux. Travailler avec eux, pensez un peu à Tédé Carmonde, on ne va pas faire
pour les pauvres, on va faire avec eux, même mieux, on va faire à partir d'eux. D'accord ? Travailler avec les gens à la base et pas rester simplement sur le grand plan de l'idéologie, puis être contre le port d'armes, ça reste très abstrait. Et en travaillant avec les gens, toutes ces illusions sont tombées. Et lui l'a rencontré à ce moment-là, grande dépression, parce qu'elle remarquait que les familles de victimes étaient des familles qui produisaient aussi de la violence. Qu'en réalité, le petit frère, il s'était pris une balle perdue, mais le grand frère, lui, était en prison depuis 6 ans parce qu'il avait tué à bout portant une vieille dame qui passait, il voulait son argent, etc. Bref, là, elle a perdu toutes ses illusions, et dans la perte de ses illusions, elle a découvert une 4e dimension, c'est to be with, être avec. Être avec en étant peut-être impuissant, mais il y a un paradoxe très intéressant pour moi, qui est que la présence à l'autre ne se fait qu'à partir de notre impuissance. On ne peut pas être réellement présent à l'autre si on se croit être puissant pour lui. Et même si on l'est, même un soignant, finalement, s'il veut soigner l'autre, ça lui suffit peut-être de montrer qu'il peut le faire. Mais si en même temps il veut être avec lui, si en même temps il veut peut-être le consoler, eh bien d'un certain côté, ça s'apprend pas. Ça, c'est une présence qu'on offre, et c'est vrai que ce qui m'intéresse, c'est cette présence aussi chrétienne dans le monde, qui est une présence en effet, on ne sait pas quoi faire en fait. On a perdu les moyens de frapper fort. Hein. Et en même temps, il nous est donné, eh bien d'être là, d'être là. Vous voyez, comme dans la consolation. Je suis d'autant plus un consolateur que je ne viens pas avec mes recettes pour consoler, que je peux rejoindre l'autre là où il a mal, parce que je ne fais rien pour l'en sortir. Et ne faisant rien pour l'en sortir, mais en lui restant fidèle, je crois qu'il y a une question de fidélité, même à notre monde, en ne pouvant rien faire pour lui, mais en lui restant fidèle, j'indique à cet homme qui souffre que lui-même, au cœur de sa souffrance, il peut rester fidèle à sa vie. Et en même temps, c'est un peu le mot du passoire et je suis désolé. Et en même temps, ce qui ressort aussi de cet endroit, c'est la manière dont le réel résiste. Tu évoquais tout à l'heure le réel, le corps, un moment où on se dit qu'on est en train d'évacuer une partie de la réalité corporelle. Enfin, toi, tu retournes ça en disant, mais en fait, pas du tout, le réel finit toujours par résister. C'est-à-dire, quand on le chasse par la porte, il revient par la fenêtre. Oui, c'est vrai qu'on est dans une situation depuis un certain temps où on est dans une situation un peu étrange parce que, vous voyez, avant on faisait appel au bon sens pour évacuer un argument qui paraissait fou. Bon. Et maintenant on se trouve mis en demeure de fonder le bon sens. Encore récemment, un jeune qui dit moi je sais que ça dépend des jours, il y a des jours où je suis femme. Bon. Et c'est un étudiant. Alors, et donc c'est intéressant de parler avec lui, même de souffrir, de l'entendre, et puis de se dire mais d'où est-ce qu'il dit ça, qu'est-ce que ça veut dire, bon. Et donc on en parle d'ailleurs de cette culture qui s'est créée sur le modèle de la langue. Or la langue, elle a ce pouvoir de dire je ne suis pas avec Lou alors que je suis avec lui. Vous voyez, elle a le pouvoir de créer une réalité parallèle. Et c'est vrai que pour autant défendre le bon sens, être des militants du réel, en fait le réel se défend tout seul. Alors c'est vrai que quand il se défend tout seul, c'est comme le retour de la manivelle. À force de tourner la manivelle dans le mauvais sens, à un moment donné, elle se remet dans le bon sens et puis vous pouvez vous casser toutes les phalanges. Je crois que le réel résiste. Je crois que il faut bien prendre garde de ne pas rentrer dans le discours déconstructionniste qu'on voudrait dénoncer en disant oui, attention, on est en train de changer complètement le grand basculement, alors que si on dit qu'un grand basculement est possible, c'est finalement dire qu'on peut tout. C'est suggérer, sous-entendre que, en effet, l'homme est ce qu'on fait de lui absolument. Je crois qu'au contraire, le réel va résister et que
enfin que le réel résiste, c'est même sa définition, hein, est réel ce qui résiste. Je crois que le corps, ça ne s'invente pas, que le passé ne s'invente pas, qu'il y a un certain nombre de choses comme ça qu'il va falloir plutôt accompagner dans la souffrance qu'on génère actuellement, plutôt que de s'épuiser à défendre un réel qui, malheureusement, se défend très bien tout seul. Et quand tu dis que le réel résiste, à quoi tu le vois et quels sont parler comme un journaliste, les signaux faibles qui te fait dire ça? Les signaux faibles, c'est-à-dire, je connais pas le langage journalistique. Qui te font dire que... Qu'est-ce qui te fait dire que le réel résiste? Mais le réel résiste, vous voyez, c'est qu'on peut dire je suis une femme, mais si je veux le devenir, c'est une opération chirurgicale très 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 lourde. Et puis c'est même quand vous rencontrez, comme il m'a été donné par mon travail, un transsexuel, c'est quelqu'un qui ne le souhaite à personne, c'est quelqu'un qui dit de toute façon c'était soit l'opération soit le suicide, c'est des réalités qui sont extrêmement dures. C'est le corps voilà, ça c'est du réel. C'est vrai que l'entretien commence par la mention d'un travail d'anthropologie très très sérieux qui est paru dans les années 80 d'Alain Testard, donc pas Jacques Testard, Alain Testard, un grand anthropologue qui a fait sa thèse sur la division sexuelle du travail chez les chasseurs-cueilleurs, et il dit que depuis tout temps l'humanité a distingué deux types de sang. De types de sang qu'il ne fallait pas mélanger. Il y a le sang qu'on verse naturellement, spontanément, qui est le sang de la vie, c'est le sang des menstrues, c'est le sang des femmes, et le sang qu'on verse délibérément et qui donne la mort pour donner la vie, c'est le sang de la chasse et des sacrifices. Et il dit, cette distinction-là, en fait, il a étudié 483 ethnies, et il dit, c'est toujours présent, c'est tellement présent que d'ailleurs, quand la messe, les protestants ont autorisé les femmes à la célébrer, elle a en même temps cessé d'être un sacrifice pour devenir un repas partagé. Et comme si il y avait quelque chose, et vous voyez, simplement partir sur ce fait-là qui résiste, est-ce que j'ai des règles, moi, ou est-ce que je n'en ai pas? Et si je n'en ai pas, ça veut dire que, en un sens, la moitié de l'expérience du monde m'est interdite, ou plutôt je ne peux la connaître que grâce à un autre. Ou moins, je ne suis pas la totalité de l'expérience du monde. Voilà, que je le veuille ou non. Voilà, c'est ça le réel. En même temps, le livre, on va peut-être en parler, n'est pas qu'à rappeler le réel, parce que ce qui est intéressant, c'est que l'homme a toujours dû construire à partir, et je trouve que c'est très très important, à partir de cette nature, une histoire qu'on appelle la culture. Et effectivement, pour le coup, moi dans cette enquête, la manière dont les uns et les autres se saisissent du réel, et en particulier par le langage, est vraiment marquant. On voit bien les définitions qui changent, on voit bien, voilà, en fait le langage c'est hyper important en bioéthique. La différence qu'on fait aujourd'hui entre un père, un géniteur, j'entendais l'autre jour la ministre qui parlait Agnès Buzyn qui parlait de l'importance de rentrer dans son récit génétique. Donc pour justifier que les enfants nés par PMA, enfin les adultes désormais nés par PMA, puissent accéder à leurs origines. Et en fait, voilà, il y a une... C'est comme une nouvelle, je sais pas si on peut dire ça, une nouvelle couche de réel, ou en tout cas il y a un nouveau langage qui vient dissocier le géniteur, la génétique, la paternité, avec une force de l'intention très forte à côté du biologique. Donc on voit bien que le langage, en fait, en bioéthique, est quelque chose qui travaille en permanence avec des gens qui parfois ne parlent pas le même langage. Et en fait, c'est ça. C'est-à-dire que le dialogue bioéthique, il y a des gens ici qui sont dans cette salle, il y a des gens qui sont engagés dans ces débats bioéthiques depuis des mois, des années. On voit bien qu'il y a une question de langage. C'est-à-dire que quand les uns discutent avec les autres, parfois ils parlent juste pas de la même chose. Et donc il y a un enjeu de désigner le même réel avec le langage.
Oui, ça c'est très intéressant. Et d'ailleurs, c'est ce qui fait un peu peur. C'est-à-dire, c'est qu'à un moment donné, on est arrivé à cette situation aux États-Unis. Hein, et il y a quelqu'un qui a fait une étude qui racontait que les amis dans les réseaux Facebook, que plus personne du camp Obama n'avait un ami du camp Trump dans sa liste d'amis, qu'on vivait dans des sociétés polarisées et qu'en effet, c'était des gens qui ne parlaient plus la même langue, qui ne pouvaient même plus s'entendre, qui pouvaient se crier dessus parce que quand on ne parle plus la même langue, il reste plus que le mépris. Si vous voulez, le mépris, ça vient de la méprise. Quand on ne comprend plus ce que dit l'autre. Et c'est vrai que c'est intéressant, c'est très intéressant, et c'est en même temps inéluctable, c'est-à-dire que la chose à la fois est, je crois vraiment que nous n'inventons pas le réel, mais à la fois il y a ce pouvoir qu'on nomme le pouvoir adamique de l'homme, le pouvoir qui revient à l'homme de nommer les choses. Et au fond, de découper même les espèces en se disant ça s'arrête là, l'insecte, alors que ça pourrait peut-être continuer un tout petit peu plus loin. Mais ouais, vous voyez, et donc c'est un défi permanent hein, de nommer. Et c'est vrai que, oui, j'imagine que Lou, que ça a dû être très intéressant pour toi d'entrer dans des univers linguistiques différents et un peu inquiétant pour le coup. Oui, bah, il y a forcément une inquiétude. En même temps, moi, dans ma posture de journaliste, j'essaye de... Enfin, il faut pas s'inquiéter, quoi, parce que sinon, on n'est plus capable de voir les choses. Donc, il faut quand même garder une certaine distance avec ces sujets, de manière à ce qu'on puisse en voir les enjeux, en démonter les mécanismes, identifier aussi les fantasmes et le réel. Et donc effectivement, il y a une distance à garder avec ces sujets. Je vis une expérience assez curieuse là, depuis 24 heures. Il se trouve que l'émission animée par Yann Barthès, Le Quotidien, hier soir, donc une émission qui est assez connue, s'est moqué d'un certain nombre d'intervenants de la manif qu'il y a eu dimanche, et notamment sur la question des embryons chimères et des embryons transgéniques. Et ce sont deux mesures qui sont contenues dans le projet de loi. Sur le mode, ça n'existe pas et les gens de cette manifestation racontent n'importe quoi. Et moi j'ai juste émis un petit tweet rappelant factuellement ce qu'il y avait dans un des articles du projet de loi. Et je vis depuis 24 heures une expérience de post-vérité. Et ça rejoint la question du langage. C'est-à-dire que depuis 24 heures, des dizaines de personnes m'expliquent que je n'ai pas lu ce que j'ai lu et que je ne travaille pas sur ce sur quoi je travaille. Voilà, c'est une expérience assez intéressante, un peu troublante, je dois vous avouer, parce que je bosse quand même depuis 2 ans sur ce sujet, quoi. Et puis en ce moment, je travaille 15 heures par jour, je suis à l'Assemblée, tout ça. Donc à tel point que certains ont même douté de paroles que j'avais rapportées de la ministre dans l'hémicycle, donc il a fallu sortir la vidéo, enfin voilà. Bon, alors il y a à la fois une question de crédibilité journalistique, c'est-à-dire que voilà, si les journalistes avec les politiques font partie de la profession la plus détestée, ça produit des effets, hein, et ça produit ces effets-là. Et en même temps, il y a quand même une question de réel, quoi. Et alors là, c'est très fascinant, quoi. C'est-à-dire que on a beau répondre en disant que montrer factuellement les choses, les gens, je sais pas, soit ne veulent pas voir, soit n'y croient pas. Enfin voilà, c'est comme 2 réalités parallèles, c'est très étrange. Je n'avais pas prévu de vous parler de ça ce soir, mais c'est mon expérience post-vérité du moment, donc après tout, pourquoi pas. Et ce qui est très intéressant, c'est que ça soit à propos des embryons chimères, c'est-à-dire qu'on en parle un peu dans le livre. On peut peut-être dire ce que c'est. Oui, c'est-à-dire c'est rendre possible l'expérimentation sur les embryons humains jusqu'à fusionner l'ADN d'embryons humains avec des embryons animaux. Donc ça consiste à introduire quelques cellules souches d'embryons humains dans un embryon animal, de manière à... Le but à la fin, c'est de générer des organes humains dans les animaux. Alors, on n'en est pas du tout là,
mais en tout cas il y a des recherches en ce sens, et donc le projet de loi permet de mener ces recherches. Oui. Et au fond, vous voyez, ce qui arrive de nos jours et qui vraiment est fascinant, c'est que tous les seuils fondateurs sautent au fur et à mesure. Il y en avait un qui était un peu évident, c'était animal-homme, mais il saute, alors un peu évident, mise en crise, il y a des antispécistes, etc. Il y a plein de... Mais là, c'est pas simplement sur le plan du discours que ça fait débat, en disant, mais voilà, l'homme est quand même un animal, oui, tout à fait, il est même un mammifère, bon, mais il a quelque chose en plus, en moins, bon, très bien, on pouvait en débattre. Là, ce qui se passe, c'est que c'est dans la réalité, c'est que ça se réalise, c'est-à-dire que le rat anthropomorphe, qui a des oreilles d'homme, il existe en laboratoire, comme la fleur qui saigne. Et ça veut dire, donc aussi animal, végétal, ça saute, et sans doute l'homme se prend pour un dieu, donc ça aussi ça saute. Et c'est vrai que le principe même d'inhiber une cellule de toutes ces déterminations pour qu'elle devienne une cellule pluripotente, une cellule souche dont on va pouvoir faire absolument n'importe quoi par après, eh bien, on voit l'humanité travailler à reproduire le tohu-bohu, à reproduire le degré de chaos élémentaire pour pouvoir tout redéterminer comme il l'entend. Et c'est vrai que je crois qu'on ne peut pas y croire, parce que comment comprendre qu'on ne peut pas y croire? En réalité, on ne peut pas y croire parce que y croire, ça veut dire qu'on ne peut même plus penser. Penser, si vous voulez penser, c'est penser une opposition. Penser, c'est peut-être même, c'était un ami Olivier Rey qui me disait ça, il me disait que selon lui et selon quelques anthropologues, la distinction de l'homme et de la femme, c'est pas une distinction qu'on acquiert après, c'est la première distinction qu'on acquiert et qui nous permet après de distinguer le père et l'impère, le bien et le mal, le faux et le vrai. Et au fond, là, si l'homme n'est jamais qu'un stock de cellules pluripotentes qu'on peut redéterminer à peu près comme on veut, eh bien, voilà, tout saute, et même la distinction entre l'homme et son outil, la machine. Bon. Et donc, si on a du mal à y croire, c'est d'abord qu'on a du mal à le penser, parce que c'est peut-être saper la condition de possibilité de la pensée. Ce qui est bien, c'est que Martin, tu as consacré 20 minutes tout à l'heure à nous rassurer à peu près, et là, en 3 minutes, tu as brisé le château de cartes que tu avais patiemment construit. Non, parce que déjà, parce que c'est vrai qu'à un moment donné, je pensais à Heureux les pauvres en relisant notre interview. Heureux les pauvres, c'est finalement tout le monde n'aura pas la chance d'être pulvérisé par la technique au nom de son droit au bonheur. Et au fond, en effet, on va sans doute continuer. Voilà, on va sans doute continuer d'être pauvre. Et je pense que l'humanité, finalement, ça ne tient à pas grand-chose. Je pensais aux incendies. Alors j'ai regardé, en fait, ils étaient quand même très très loin de la Silicon Valley, mais à ces incendies qui ont dévasté la Californie, on ne pouvait pas les arrêter. Et parfois, je me dis, attention, cet univers, vous voyez, votre ordinateur, il est tout puissant. Il est tout puissant sur votre journée. Et combien de personnes me disent, c'est le premier geste que je fais, c'est d'allumer soit mon portable, soit mon ordinateur, le premier. Et c'est le dernier geste que nous faisons. Et donc, il a cette toute-puissance sur nous, et pourtant, vous renversez un verre d'eau, et c'est le verre d'eau qui a la toute-puissance sur l'ordinateur. En un sens, vous voyez, tout ce dispositif, eh bien, il a quelque chose aussi d'un peu ridicule, et je crois qu'il faut soigner aussi notre joie de vivre. Moi, j'admire non seulement les militants qui s'en prennent plein la tête, mais j'admire en plus ceux qui continuent d'avoir le sourire. Et puis voilà, et qui savent quelque part, parce que je crois que qui savent quelque part que quelque chose de toute façon est gagné, qui ne dépend pas de nous. Je crois qu'il faut se laisser gagner par la vie, vous voyez, au lieu d'essayer de gagner ce monde. Il se pourrait, même si le livre s'appelle quand même « Et si c'était la fin d'un monde », avec... C'est ta faute, Anne-Sophie. Alors, il y a 3 points de suspension, et il n'y a pas ni point d'interrogation, ni point d'exclamation. C'est pas la fin du monde non plus. Non, c'est ça, c'est pas la fin du monde.
Et donc, oui, et au fond, mine de rien, tout ce qui est... à chaque fois qu'on se laisse gagner par la vie, eh bien, ça ne nous sera pas repris. Je crois qu'il faut vivre aussi comme ça en étant des personnes qui continuent de recevoir ce que nous avons à recevoir et aussi de beau. Si nous devenons tous enfin, on se sera fait avoir par cette mécanique si nous devenons tous des êtres qui oublions de chérir leur joie de vivre. On va passer à des questions, je pense. Est-ce que vous avez des questions? Oui. Merci pour cette super présentation. Vous avez dit qu'il y a comme un tohu-bohu ou une tendance à la confusion, à l'anarchie. Ça me rappelle aussi la tour de Babel, ou Bal-Bel en hébreu, il a confus leur langue. Donc si on ne parle pas la même langue, les peuples ne peuvent plus construire leur entreprise toute puissante. Et il y a dans notre prétention humaine de toute puissance ce qu'on fait aujourd'hui. Et vous avez évoqué cette question de la langue et de la confusion. Pour y résister, il faut déjà y penser. Et comme c'est tellement, ça prête à la confusion, pour y penser, je perds 1 litre de jus de cerveau. C'est impossible. Heureusement qu'il y a des associations ici qui nous vulgarisent du prêt-à-porter dans des cartes postales, dans des phrases qui tiennent des phrases choc. C'est parce que c'est tellement, ça prête à la confusion que les malins qui dirigent ce pays veulent que ça passe dans la nuit, voté en discrétion. Et donc c'est une œuvre d'obscurité à mon avis, de confusion. Et quand la lumière vient, parce que le réel est réel, la lumière fut. Donc voilà, il n'y a plus rien à prouver. Donc je me demande, Martin Stephens, si la meilleure stratégie de défense ne serait pas, déjà de ne pas entrer dans le jeu, c'est-à-dire on nous prête la confusion avec un outil de propagande très inextricable, au lieu d'entrer dans le jeu et nous trouver démunis, perturbés, le temps qu'on comprenne, qu'on convainque nos citoyens, c'est déjà trop tard. Pourquoi ne pas, au lieu de penser, faire de la métapensée? Je m'explique, c'est-à-dire penser sur la pensée. Penser sur le processus qu'ils sont en train de produire et s'en moquer. Par exemple, je viens de réaliser cette semaine, après des années je bouffais tout ce qui circulait sur Internet sur ce sujet, tellement que je suis devenu un petit obsédé anti-PRA. J'ai réalisé que tout ça s'explique en, si je comprends, 2 choses. Et après, vous poserez votre question. Oui. La pensée utilitaire progressiste, où l'homme est juste un papier, un concept qui se conçoit, qui est déraciné, de manière communiste. Si je comprends d'où viennent ces gens, donc tout est construction, une femme peut être un père, etc. Donc ça, je comprends beaucoup de choses. La deuxième chose, si j'étais une féministe militante, pour moi l'homme c'est la source de tous les maux, donc je veux un monde sans homme. Si je comprends ces 2 idées clés, je peux exprimer ce que dit mon interlocuteur en fonction de ces 2 blessures, ces 2 obsessions idéologiques. Et donc les autres interlocuteurs peuvent tout de suite comprendre de quoi il s'agit. En gros, je me demande si la meilleure stratégie, c'est de démonter le mécanisme du moteur et non pas le moteur lui-même. Oui, de la métapensée, c'est-à-dire... Oui, c'est vrai que c'est en effet une entreprise... comme on est en train un peu de faire, comme on fait un peu dans ce livre aussi, en montrant que notre mal vient sans doute de plus loin aussi, justement sur des modélisations de l'humain qui se font à partir de mauvais modèles, je pense. On parle beaucoup, c'est le passage un peu technique, mais du principe d'inertie comme étant le modèle qu'on a épousé pour lire l'humain, comme une puissance qui doit aller au bout d'elle-même et qui n'est arrêtée que par les autres éventuellement, alors que il y a d'autres modèles, à mon avis, beaucoup plus pertinents. Donc quand on fait finalement de l'anthropologie fondamentale, on est aussi dans ce pas de recul, quand on passe à travers aussi les limites. Vous avez parlé de la tour de Babel, c'est très important la tour de Babel, parce que
en fait, on se rend compte, c'est Lévi-Strauss qui dit, mais dans pratiquement tous les mythes qu'on a, il y a des mythèmes qui reviennent. Par exemple, dans tous les mythèmes, dans tous les mythes, il y a le mythème du déluge. Pratiquement tout, c'est pas que dans l'Ancien Testament. Il y a le mythème de la zikkurat, c'est-à-dire des hommes qui créent une tour qui leur permet de tutoyer les dieux, et il y a des épreuves pour arriver jusqu'en haut, bref, des rites initiatiques. Il dit, mais par contre, ce qu'on remarque, l'originalité, c'est André Neher qui a remarqué ça, l'originalité quand même dans le mythe juif puis chrétien, c'est qu'il n'y a que là où ça rate. C'est-à-dire qu'il n'y a que là où après le déluge, en fait, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, Noé est ivre, son fils le voit tout nu, etc. Ça va reprendre et ça va être la même chose. C'est-à-dire, ça n'a servi à rien. Ou alors, en général, les zikkurat marchent très très bien, c'est bon. Et bien là, on nous raconte quoi? Que c'est cassé, que ça ne marche pas, que ça s'effondre, ou que Dieu fait en sorte que ça s'effondre, mais de toute façon que ça s'effondre. Et donc aussi le détour par le mythe et par notre façon de raconter ce que l'humanité s'est toujours raconté, et en disant, vous savez, c'est encore quand même une fois de plus une immense idéologie, et en effet idéologie, c'est-à-dire une façon de parler qui est complètement parallèle au réel. Faire de la métapensée, c'est aussi, je remonte un peu rapidement, mais à l'origine de ça, aussi on a pensé la culture comme un langage, alors qu'on aurait dû la penser comme un travail, car la culture est un rapport à la nature, et non pas quelque chose qui se déploie comme le langage parallèlement à la nature. Bon, tout ça pour dire que oui, il faut faire de la métapensée, et il y a plusieurs façons d'en faire, et c'est vrai que ça fait du bien d'en faire, surtout quand on en aura besoin, parce que je pense à un livre de Jacques de Witt qui s'appelle La manifestation de soi. Lui, il lutte contre le paradigme utilitariste, et son livre commence en disant, de toute façon, j'ai toujours eu deux hésitations, être philosophe ou être terroriste. Et en fait, j'ai choisi d'être philosophe par stoïcisme, c'est-à-dire il faut indiquer l'autre modèle, qui est pour lui le modèle non utilitariste, il faut l'indiquer patiemment, toujours, jusqu'à ce que l'autre s'effondre. Oui. Est-ce que ça rate pas parce que nous n'osons pas penser l'incroyable et que le réel, bon, vous l'avez bien, vous avez exprimé ce que vous pensiez du réel, mais moi, j'ai l'impression que dans le royaume, ça va vraiment nous dépasser, et que le sang des menstrues, il conduit à la mort, et tant qu'on n'aura pas compris ça, c'est la résurrection qui est intéressante, mais pas après la mort, ici et maintenant. Alors quand c'est qu'on va creuser ça pour qu'on ait quelque chose à dire à ceux qui inventent des lois un peu stupides? Oui, c'est vrai que ça aussi, c'est une façon méta, c'est-à-dire on va au-delà, c'est-à-dire parce que c'est aussi une crise de l'espérance, tout ça. Je veux dire, le transhumanisme, vouloir perpétuer cette vie-ci le plus longtemps possible, ils ont le moral, alors que la résurrection propose quelque chose de plus intéressant, mais c'est vrai qu'il passe par la mort. Je crois qu'il ne faut pas que ça passe par la mort. C'est à nous, là, d'utiliser non pas l'intelligence artificielle, mais l'imagination active de l'Esprit Saint pour inventer une résurrection qui marche ici et maintenant sans passer par la mort. Il reste une question. Oui. Et après, le directeur de la procureure me fait des grands signes. Voilà. Sinon, il enlève les livres de ses tables et c'est la catastrophe. Oui. Vous parlez de l'impossibilité à définir ou des mots qui ne sont pas réussants. Pourquoi l'idée d'essence, en général, devient-elle aujourd'hui inacceptable? Et depuis quand est-ce que cette notion d'essence est devenue inacceptable? Il peut y avoir une essence de la féminité, de la paternité, tout de suite on est essentialiste quand on a des définitions trop précises. Alors, depuis quand? Alors ça, ce qui est très intéressant avec tout ça, c'est que, je ne sais pas s'il y a là une grande majorité de chrétiens, mais le christianisme, de toute façon, vous voyez, ça a commencé par la croix, c'est-à-dire par quelque chose qui est quand même une sorte de souffrance, de malentendu peut-être. Bon, peut-être que c'était trop gros ce qu'il venait dire. Et puis, comme dit René Girard, les apôtres ont d'avance prévu l'échec de cette religion en parlant d'apocalypse. Bon, bref, tout ça pour vous dire, je ne vais pas remonter trop loin, mais que le christianisme est venu apporter quelque chose qui a un peu bouleversé l'humanité. Si on était resté païen, si on était resté grec, il n'y aurait que des essences. Le christianisme, à un moment donné, a dit, mais non, Dieu n'a pas créé l'homme, et puis après, comme sous réalité, vous et moi. Il a créé vous et moi. C'est-à-dire, il y a un concept d'essence singulière qu'on nomme au XIIIe siècle d'ecceité,
chacun est un me voici absolument unique. Et là, le concept d'ousia en grec, il s'est trouvé comme en crise. Et ceci étant dit, le grand penseur de ça, Duns Scott, disait oui, il y a évidemment une essence de l'homme, il est évidemment des essences, mais ce qui a le plus de réalité, c'est Lou, c'est moi Martin, alors que pour un grec, l'individu a moins de réalité que les grandes idées. Si vous voulez, il faut devenir l'homme avec un grand H, et on n'est malheureusement que Socrate ou Platon. Alors que nous, on dit, mais non, te connaître, c'est pas connaître à travers toi la femme, c'est te connaître toi, et en effet, on pourrait dire, et voir la façon dont tu déclines, dont tu conjugues cette réalité que tu as en partage avec les autres femmes qui s'appelle la femme. Bon. Mais vous voyez, au fond, nous, on a toujours une double pensée. On n'est pas simplement dans l'essence, on n'est pas simplement dans l'essentialisation, les gens ils sont contre l'essentialisation, mais au fond, nous on dit, oui, il n'y a pas que ça, vous voyez, il n'y a pas que ça, mais en effet, l'excès, Chesterton disait, le monde est rempli de vertus chrétiennes devenues folles, l'excès c'est de dire, bon, eh bien, il n'y a plus que des êtres qui sont, enfin l'individu c'est cet être qui se croit en amont de toutes les déterminations, en amont de même la détermination sexuelle et qui pourrait toutes les choisir, ça c'est fou. Mais c'est vrai que, vous voyez, d'où ça vient, sans doute que le christianisme a représenté pour l'humanité un immense risque aussi, mais voilà. Bien, merci beaucoup. Ah. Mais c'était, je vous apportais ma Ah, merci. Je m'adressais à vous, cher monsieur. Messieurs, nous venons de vous écouter. Nous sommes devant, je dirais, un panel de livres assez important. On a le moment de vérité, le du christianisme, et si c'était la fin d'un monde, des prêtres et des scandales. Et on sait qu'un titre fait agir. Je voudrais donc vous poser simplement une question. Je l'ai pas encore lu. Quels sont pour vous et pour vous, monsieur, l'élément dans ce livre qui vous a fait choisir ce livre? L'élément qui m'a poussé à réfléchir sur ce titre et à l'accepter, parce que ça se fait toujours une réflexion évidemment avec l'éditeur, hein, le titre, c'est quand même qu'on a cette impression de basculement d'une manière ou d'une autre, et qu'un certain nombre de gens ont cette impression de basculement. Alors moi je ne dis pas nécessairement qu'elle est vraie, et je pense que dans le livre on déconstruit en partie ce truc du basculement, parce qu'en expliquant bien que si on bascule, c'est qu'on vient de quelque chose de construit à une autre chose de construite, et donc on introduit quelque chose qui s'appelle le réel, et donc c'est pas tout à fait un basculement qui est en train de se produire. Mais en tout cas voilà, l'idée était plutôt de partir des interrogations fortes autour de cette impression. Et puis c'est intéressant, c'est le philosophe Giorgio Agamben qui disait un des grands crimes de l'Église, c'est d'avoir fermé le versant eschatologique. En fait, c'est devenu, voilà, depuis les années 60, depuis Vatican II, on ne parle plus de ça. Et en réalité, ben si, vous voyez, ça revient. Et l'eschatologie, c'est vraiment ce moment, comme la première fois qu'on comprend, enfant, qu'on est mortel, ce moment où on se dit, mais qu'est-ce que je veux faire de ma vie? En fait, la grande question eschatologique, c'est la question de ce dont on espérerait voir éternisé dans notre vie ou dans notre monde. Donc, c'est une question politique et morale importante. Et merci, on va finir là-dessus. Vous avez toujours rêvé d'être enfermé dans une librairie. C'est le cas, nous allons passer la nuit parce que les rideaux de fer sont totalement fermés. Alors, en tout cas, merci encore Jean-Baptiste pour ton accueil ici. Merci. Et merci à vous pour la qualité de votre intervention, et je voulais partager avec vous ma foi et ma fierté de diriger ce soir la Procure, puisque pour un débat consacré à la bioéthique, finalement, nous dissertons du langage. Merci messieurs. Et j'ai oublié de préciser, sous le coup de l'émotion, que